Le viaduc des Vaux constitue l'un des nombreux ouvrages d'art de l'autoroute A1 Lausanne-Berne. Il se situe à proximité du village d'Yvenant, le long du lac de Neuchâtel. Il est constitué de 2 ponts mixtes de 945 mètres qui enjambent le vallon des Vaux à 110 mètres de hauteur. En plan, le tracé des viaducs suit 2 cercles reliés entre eux par une clotoïde. Les portées principales, de 130 mètres, sont franchies à l'aide d'une section fermée en caisson. Le montage de cette partie s'est effectué par lancement, ce qui veut dire que le pont est construit par morceaux à la culée, puis glissé sur les piles. Les portées secondaires de 62 mètres sont franchies à l'aide d'une section bipoutre. Elles ont été construites depuis le sol, de manière classique lorsque c'était possible, et ont été lancées lorsque la hauteur des piles était trop grande. Les grands ouvrages d'art voisins sont, depuis Yverdon en direction de Payerne, le tunnel de Pommy, long de 3 km, et percé au tunnelier. Puis le pont de Cronay, constitué d'un caisson en béton précontraint et construit par poussage. Ensuite, le pont sur la Montue, construit par encorbellement. Après quoi arrive le viaduc des Vaux, construit par lancement. Il est suivi par le tunnel des Arissoules, long de 3 km, et également percé au tunnelier, dont on voit ici le montage. Enfin, le viaduc de Lully, un pont mixte à structure tubulaire, dont la structure métallique a été construite par la même entreprise qui a fait celle du viaduc des Vaux, à savoir l'entreprise Zwallen et Mer d'Aigle. Nous devons la conception du viaduc des Vaux à M. Bellounet, du bureau Realini et Bader plus associés, qui nous présente les données principales du pont. Le choix d'une construction mixte s'est imposé au viaduc des Vaux par la forme géométrique en plan de l'ouvrage et les différences de travées, 62 mètres dans les petites travées et 130 dans les grandes. Quant à la méthode de réalisation des grandes travées ou de la mise en place des poutres métalliques, elle s'est imposée par un système de lancement du fait de son économie et vu la hauteur à laquelle ces poutres sont posées, soit environ 110 mètres. Toutes les fondations sont assises sur un grès mi-dur à dur. Là où la profondeur de la molasse le permet, les piles sont fondées sur une semelle, sinon la fondation est un double puits. Les 2 puits sont reliés entre eux par une longrine recevant la pile. Les piles centrales forment un cadre rigide dans le sens transversal du pont grâce à des longrines précontraintes. En élévation, la distribution de la hauteur des piles est favorable à la conception d'un pont flottant ne comportant des joints de dilatation qu'au droit des culées. Le point de mouvement nul se situe à proximité de la pile 8. Ainsi, les piles 5 à 13 sont équipées d'appuis fixes rendant l'ouvrage continu sur ces piles. Les autres piles et les culées sont équipées d'appuis mobiles. La superstructure est constituée de la partie métallique, soit en bipoutre ou en caisson, sur laquelle est coulée la dalle de roulement. La dalle de roulement possède une largeur de 13,46 m et une épaisseur maximale de 40 cm pour un porte-à-faux de 3,73 m. Elle est précontrainte transversalement et longitudinalement, mais nous en reparlerons. La structure métallique est en acier patinable FE 355. La partie poutre est formée de profilés composés soudés d'une hauteur de 3 mètres pour des portées de 62 mètres. Les entretoises courantes sont composées d'une traverse IPE 600. Elles sont équidistantes de 7 mètres. Le caisson utilisé pour franchir les 2 travées de 130 mètres a une largeur constante de 6 mètres. Sa hauteur est linéairement variable de 6 mètres au droit des piles centrales, à 3,80 m à ses extrémités.
4 raidisseurs longitudinaux sont soudés sur chacune des semelles et 2 sur chaque âme. Ces raidisseurs ont une forme trapézoïdale obtenue par pliage. Les raidisseurs transversaux sont équidistants de 4,30 m. Un entretoisement est réalisé tous les 13 mètres. La structure métallique est réalisée en atelier. Le caisson est divisé en 2 pour le transport. Certains éléments atteignant 30 mètres de long, le transport a lieu au moyen d'un convoi exceptionnel. Sur le chantier, l'entreprise a installé un pont roulant pour la manipulation des éléments de structure. Les éléments du caisson sont placés pour être soudés à la partie existante du pont. Les soudures longitudinales sont contrôlées visuellement, alors que les soudures transversales sont contrôlées par rayon X. Le processus de construction choisi par lancement est très efficace pour franchir des vallées profondes. Il nécessite une zone de montage où le pont est monté à la chaîne. Après chaque étape d'assemblage, le pont est lancé. Ces étapes de lancement sont des opérations délicates. Le pont est alors poussé ou tiré, il glisse sur tous ses appuis. L'avant-bec avance au-dessus du vide et le porte-à-faux augmente jusqu'à ce que l'avant-bec atteigne la pile suivante. Après la mise en place de la charpente métallique, la dalle de roulement est construite. La dalle de roulement est bétonnée à l'aide d'un chariot de coffrage de 30 mètres de long. Le ferraillage de la dalle et la mise en place des câbles de précontrainte prennent 3 jours. 130 mètres cubes sont coulés par étapes de bétonnage. Le béton est coulé à l'aide d'une pompe à béton. La dalle est précontrainte transversalement par des câbles à 4 torons à gaine plate, équidistants de 1 mètre. Le système des torons fonctionne à l'aide de clavettes qui pincent le câble. Avant la mise en tension, elles ressortent de la tête d'ancrage. Les clavettes et l'évidement dans la tête d'ancrage sont coniques. À mesure que les clavettes entrent dans la tête d'ancrage, elles pincent le câble. La dalle est également précontrainte longitudinalement. Afin d'obtenir une efficacité maximale de cette précontrainte, la liaison entre la dalle et la charpente métallique n'est réalisée qu'après la mise en précontrainte. Pour ce faire, les goujons ont été groupés dans des niches qui ne sont bétonnées que plusieurs semaines après la mise en précontrainte. Des mesures de contrainte sur la charpente métallique, ainsi que des mesures de déplacement de la dalle, ont montré que les frottements étaient trop importants. La dalle n'a pas glissé autant que prévu sur le caisson lors de la mise en précontrainte. Mais ce qui rend ce pont remarquable, c'est surtout la méthode de mise en place de la charpente métallique par lancement. En effet, les portées de 130 mètres sont exceptionnelles pour un pont lancé.
Avec de telles portées, une hauteur variable de la section et la courbure en plan, les opérations de lancement nécessitent une attention particulière, comme nous l'explique M. Flukiger, ingénieur responsable du projet pour ZM, l'entreprise de construction métallique. Du point de vue géométrique, pour le lancement du viaduc des Vaux, on a eu à affronter plusieurs problèmes, notamment dans le choix du système de lancement. Nous avons adopté des systèmes de vérins hydrauliques à câble pour permettre de s'adapter facilement aux variations de hauteur de la structure. Et un deuxième point, pour suivre la géométrie de l'ensemble de l'ouvrage, il a fallu, juste derrière moi, créer une traverse pouvant se déplacer en hauteur et de s'adapter à la géométrie. Cette traverse, au début du lancement, était au ras du sol, et puis en fin de lancement, à plus de 4 mètres du niveau initial. On peut aussi relever que le lancement a été effectué à toutes les saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Et ceci comporte de sérieuses difficultés quant aux variations de température. On a eu de fortes variations, des gradients thermiques dans le pont, créant des déplacements du pont et créant également des efforts qu'il a fallu contrôler et absorber. Comme le pont est courbe, la situation du caisson s'imposait pour résister à la torsion due à la courbure. Mais ce caisson, avec sa grande rigidité, fait naître un autre problème. Du fait de cette rigidité à la torsion, un déplacement vertical d'un appui de 1 cm peut faire augmenter la réaction sur cet appui d'un tiers selon la position du pont. Si le niveau d'un appui est surélevé, la force totale sur la pile ne va pas changer. Par contre, il y aura un transfert de charge de l'appui le plus bas vers son voisin qui a été surélevé. Ce transfert va ensuite se répercuter sur les autres piles du pont. Cela rend le pont très sensible aux impondérables du chantier, tels que variation de température et tolérance de montage. Un petit biais au montage et les réactions d'appui peuvent rapidement changer avec l'avancement du pont lors d'une étape de lancement. De plus, pendant le lancement, le pont glisse sur les appuis et il n'y a pas toujours un raidisseur vertical en dessus de l'appui. Le panneau d'âme doit pouvoir reprendre la réaction d'appui entre les raidisseurs sans se dérober latéralement. À chaque problème, sa solution. Pour s'adapter à la hauteur variable du pont, un système de vérins à câble a été choisi comme dispositif de mise en route du lancement. Le lancement ayant lieu à la descente, un deuxième système de vérins est nécessaire pour retenir le pont. La vitesse moyenne du pont est de 10 mètres à l'heure. Des chariots boulonnés au pont servent de point d'attache au câble. Pour s'adapter à la variation de hauteur du pont sur sa longueur, les deux derniers appuis sont placés sur une traverse mobile. La traverse mobile a également été utilisée pour transférer une partie des réactions d'appui d'une pile à l'autre. Les appuis sur cette traverse peuvent être glissés latéralement pour s'adapter au tracé du pont qui finit en clotoïde. Mais ils peuvent aussi être bougés de côté pour absorber les déplacements latéraux du pont dus aux différences de température entre les côtés nord et sud du caisson. La souplesse du pont vis-à-vis de la flexion et le porte-à-faux de 130 mètres provoque une flèche au bout de l'avant-bec. Elle atteint 4,30 mètres lorsque le pont arrive à la pile suivante. Un système de levage est utilisé pour remonter l'avant-bec au niveau de la pile. Ce jour-là, il a fallu le remonter de 6 mètres. L'opération ne prend que 2 heures. Ensuite, le lancement peut reprendre. Comme expliqué précédemment, si, pendant le lancement, le pont est souple en flexion, il est par contre très rigide en torsion.
ce qui entraîne de fortes variations des réactions d'appui suite à de petites variations de la géométrie du pont. Ce problème a été résolu grâce à des mesures effectuées par l'ICOM, comme nous l'explique M. Launer. Lors du lancement du viaduc des Vaux, le rôle de l'ICOM est de mettre en place un système de mesures pour connaître en tout temps les réactions verticales dans les appuis. Ces mesures sont comparées avec les valeurs théoriques prévues par l'ingénieur, ce qui nous permet de corriger le niveau des appuis en cas d'écart trop important. Ces écarts sont dus au caractère hyperstatique du système d'appui. Nous faisons également des mesures à l'intérieur du caisson pour contrôler l'introduction de la réaction d'appui entre les raidisseurs verticaux, ainsi que des mesures lors du bétonnage et de la mise en précontrainte de la dalle pour effectuer un suivi de son comportement. 4 capteurs par appui sont nécessaires pour mesurer une réaction d'appui. Il y a 2 appuis par pile et 2 piles en sont équipées, soit un total de 16 capteurs. Les mesures effectuées à chaque pile sont automatiquement transmises par un réseau informatique à l'unité de contrôle, ce qui permet d'obtenir des valeurs en temps réel et de contrôler les réactions en continu. Pour représenter le processus de correction du niveau des appuis, nous pouvons prendre un appui comme exemple. Sur l'axe horizontal, nous faisons figurer l'avancement du pont. Sur l'axe vertical, la force pour un appui. Le bureau d'études a modélisé le pont et calculé la réaction d'appui pour chaque position du pont. Une tolérance de plus ou moins 15% a été admise. Pendant le lancement, les mesures prises à intervalles réguliers sont comparées avec les calculs. Si la réaction d'appui mesurée atteint les limites de tolérance, le lancement est arrêté. Le niveau des appuis est alors corrigé jusqu'à ce que les réactions soient de nouveau conformes aux prévisions. Pour corriger le niveau des appuis, le pont est levé à l'aide d'un vérin manuel sous l'appui concerné et le niveau est modifié par l'ajout ou le retrait de cales. Le lancement peut alors reprendre. Plusieurs corrections peuvent être nécessaires pendant une même étape de lancement. Abordons maintenant notre dernier sujet, l'introduction de la réaction d'appui entre les raidisseurs. Pour vérifier le comportement du panneau d'âme lors du passage sur la pile, des mesures de contrainte ainsi que des mesures de déplacement ont été faites de manière ponctuelle pendant les étapes de lancement. Les déplacements observés permettent de voir quelques détails intéressants du phénomène. On peut observer la formation de 2 cloques, une à chaque extrémité du patin, due au fait que la réaction d'appui n'est pas une force répartie sur le patin, mais plutôt 2 forces concentrées en ses extrémités en raison de la forme concave du patin. Il faut noter que le raidisseur longitudinal, généralement admis comme fixe, se déforme également au passage du patin. Il subit même une légère rotation. Le viaduc des Vaux sera inauguré en 2001. Le tronçon dont il fait partie est le dernier maillon manquant de ce qui deviendra l'axe principal de liaison routière entre l'Est et l'Ouest du pays. Le choix des matériaux ainsi que le soin apporté à la conception et à la réalisation de ce pont en font un ouvrage qui s'inscrit dans la durée. Il est un bel exemple du savoir-faire actuel du génie civil en Suisse.